Bonjour, bienvenue dans Un talent, une histoire. Aujourd'hui, je me trouve à l'IM de Dakar, l'Institut africain de management, où j'ai le plaisir d'accueillir Joël Baguidi, professeur émérite, coach en développement personnel, qui aura le privilège, qui nous donne le privilège de nous raconter son histoire, son parcours, et je vous invite à la découvrir au-delà du professionnel, l'histoire qui est la sienne. Bonjour Joël. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, je t'ai brièvement présenté, mais tu as beaucoup de casquettes et j'aimerais que tu nous en parles. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors au jour d'aujourd'hui, né il y a 51 ans, je suis expert coach en développement personnel et professionnel, expert formateur international, certifié Ségos. Et je suis professeur associé à l'Institut africain de management par ailleurs. Alors donc avec tout cela, je m'occupe de prioritairement les futurs leaders, les futurs dirigeants à travers principalement cette grande école ici, l'Institut africain de management, mais d'autres de la place. Je m'occupe aussi de coacher les professionnels d'entreprise au Sénégal et en Afrique, en présentiel et par voie digitale, de manière à ce qu'ils optimalisent leur parcours. Et puis je suis aussi coach pour les équipes d'entreprise qui veulent optimaliser leur performance. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et c'est beaucoup. Depuis 15 ans, tu aides les entreprises et les personnes à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et je peux en témoigner parce qu'au cours de mon parcours, j'ai fait appel à toi et j'ai été impressionnée par la qualité de ton enseignement qui est basé beaucoup sur les histoires parallèles, en tout cas. C'est ce que moi j'ai expérimenté. Tu m'as rappelé un peu l'origine qui était la mienne, l'histoire qui était la mienne au travers d'autres histoires, d'histoires africaines qui sont venues de différents milieux. Et c'est une approche qui m'a paru très singulière et surtout différenciante parce que jusqu'ici, je n'avais pas eu à rencontrer quelqu'un comme toi qui pouvait accompagner d'autres, enseigner aussi au travers d'histoires africaines. En général, on partait très souvent sur des parcours qui étaient très éloigné de nos réalités. Qu'est-ce qui a fondé justement cette approche singulière basée sur l'africanité qui est la nôtre dans ta manière de faire du coaching? Bon, un premier choc. Dans mon métier, quand on fait un peu de recherche, la première chose qu'on nous dit, c'est que le développement personnel a été créé par Abraham Maslow. C'est un choc parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je ne vois pas comment Abraham Maslow pourrait avoir inventé le développement personnel. C'est-à-dire que si nous n'avions pas mis au point, nous les Africains, un ensemble d'approches et de démarches qui nous permettent de nous perpétuer face aux difficultés de la vie, il n'y aurait pas eu les autres races, puisqu'on sait aujourd'hui que génétiquement, toutes les autres races proviennent de la race de départ africaine et noire. Donc ça m'avait beaucoup choqué. Et l'autre fait, c'est qu'on apprend à personne qu'en Afrique francophone, nous sommes encore traumatisés par les séquelles d'une certaine colonisation. Quand on regarde un peu plus loin, on parle d'esclavage et tutti quanti. Ce qui frappe, c'est que tous les peuples ont été esclavagisés, mais apparemment chez nous, c'est un problème majeur. Nous sommes encore englués dans la chose, ainsi de suite. Et donc j'ai dû réfléchir sur la meilleure manière de décomplexer l'Africain, qu'il soit sur le continent ou qu'il soit de la diaspora. J'ai dû faire un pèlerinage dans ce que nous sommes, retourner à nos sources, comprendre et me dire qu'il était temps, dans les démarches de coaching et de formation, de nous connecter à des exemples auxquels mes cibles, comment on appelle ça, mes participants se reconnaissent. Il faut aller chercher dans ce qui leur parle le mieux et dans ce qui est vrai. Et l'autre choc, ce serait qu'ils n'en auraient jamais entendu parler. Et donc le tout donne une approche singulière
qui se base fondamentalement sur ce qui nous fait. Ok. Et l'idée aussi, c'était de cesser d'ajouter le terme nous aussi. Non, nous avant. Et donc voilà, c'est cet ensemble-là qui a guidé la démarche. Super. Dans tes cours, en tout cas dans les échanges que j'ai eu avec toi, j'ai constaté que tu étais très éclectique dans tout ce que tu nous apportais comme enseignement et comme parcours. On pouvait passer d'aussi bien de la politique à la musique qu'à un cordonnier qui a fait de sa vie quelque chose. Ça t'a demandé, je suppose, énormément de recherche, énormément de culture générale pour pouvoir... Est-ce que c'est quelque chose chez toi qui était inné ou tu es allé le rechercher d'une certaine façon pour une raison particulière? Une part d'inné. La part d'inné vient de mes parents et de leurs parents. Des deux côtés de la famille, on a des cérébraux, donc des gens qui ont marqué leur temps. Et donc, je n'ai pas de difficulté à réfléchir. J'aime ça. Donc, un cérébral, c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Et dans l'éducation que mes parents nous ont donnée, mes 5 frères et sœurs et moi, il y a eu très tôt les livres. Il y a eu très tôt toutes sortes de livres, depuis les bandes dessinées jusqu'aux livres de contes et des contes africains, autant que des contes venant de bien d'autres contrées. Ça a un rapport spécial à la lecture et plus tard à la recherche. Et puis très vite, j'ai ressenti le besoin de réfléchir par moi-même. J'ai été marqué par ces leçons de droit qu'il fallait apprendre en faisant des allers-retours, les cahiers entre les mains pour pouvoir maîtriser les devoirs et les examens à préparer. Et puisque ça s'est soldé par un échec, nous en reparlerons plus tard. J'ai refait ces allées et venues, mais avec un bic et une feuille dans la poche. L'idée, c'était, je prends une thématique, je réfléchis et je trouve par moi-même les solutions. Et une fois que je suis sûr que j'ai trouvé les solutions, je m'en vais vérifier que d'autres... J'étais sûr que une fois que j'ai trouvé les solutions à ce que je cherchais, il y aurait un livre ou quelque chose ou une émission qui parle de quelqu'un qui évoque la chose. Donc, c'est viscéral, c'est un besoin fou de chercher et de trouver par moi-même. Je pense que l'autre chose qui contribue, c'est que je suis un faux extraverti. Pour ceux qui observent bien, je le dis souvent à mes étudiants, ils disent, c'est vrai qu'au fond, quand on regarde, on s'en rend compte, je suis un vrai solitaire. C'est-à-dire, je suis capable, au milieu d'une foule et tout ça, d'être extrêmement à l'aise. Je crois que je tiens de qualités qui me viennent des parents qui permettent ça. Mais en même temps, je suis un solitaire. Et donc, un solitaire et un réservé. Et donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup de place pour l'observation, pour la recherche. Il faut terminer en disant que le cas particulier du continent, qui se vit plus comme problème que comme solution, porte à prendre l'initiative d'aller vers la recherche de solutions. C'est tout ça qui explique l'ensemble de ma démarche. Tu m'as dit un jour que tu souhaitais devenir, et que tu vas devenir, et je le crois très fortement, le meilleur coach d'Afrique noire. Avant d'arriver à ça, et je sais que ce n'est pas ton premier métier, comment tu es arrivé justement à cette carrière-là? Quel a été ton parcours jusqu'ici? Alors moi j'ai échoué, lamentablement. C'est qu'il y a une faute dans le milieu d'où je viens. Je suis sénégalais mais d'origine béninoise. Et le Bénin, l'ancien Dahomey, a une réputation de rigueur en matière intellectuelle. Il y a une diaspora étendue dans le monde, extrêmement respectée. Nous n'en avons pas fait grand-chose pendant longtemps, mais depuis le magistère du président Talon, j'avoue que je suis extrêmement fier de ce qui est posé comme acte. Et donc, j'ai échoué. Pas tout de suite, puisque les études primaires et secondaires ont été correctes. J'étais brillant dans certains domaines. Les gens aiment à dire j'étais brillant, c'est faux. J'étais brillant dans un bon nombre de matières et moyen ou faible dans d'autres, mais dans la majorité des matières, j'étais brillant et j'étais respecté. Et puis, j'ai été lauréat du concours général en économie au Sénégal, 2e prix. Donc, pour ce qui est de la première partie, c'était plus que correct. Mais quand je suis allé faire les études supérieures de droit,
que je ne voulais pas faire. Je voulais sortir du pays. Et quand j'ai dit droit, mon père a dit « Ah ça ici, qu'est-ce que tu nous racontes ?» J'ai échoué. C'est-à-dire j'ai fait 4 années de faculté pour 0 résultat. On va dire, mais c'est brutal ce que tu dis. Non, mais en réalité, j'ai fait première année, échec, première année, réussite. Je suis allé faire une deuxième année, j'ai échoué. Deuxième année où j'ai échoué, le résultat c'est tu n'as pas le DUG. Le DUG, c'est, si on prend le raccourci, tu as échoué. Et quand tu dis mais c'est le diplôme, tu dis niveau DUG. Niveau DUG, c'est pas un diplôme. C'était un scandale pour les miens. Un scandale en tant qu'aîné. Et donc il fallait quitter la maison. Parce que le regard des gens silencieux et tout, les colibés, les petits frères, etc. Donc j'ai dû quitter la maison avec mon aîné pour aller me prendre en charge par moi-même. Immédiatement, il fallait donner des cours particuliers pour ce faire. Ce que j'ai fait, je ne savais pas que les cours particuliers ne pouvaient pas se donner toute l'année et qu'il y avait 3 mois de vacances pendant lesquels il n'y avait rien. Et c'est là que j'ai eu le choc de la faim, la vraie, pas le ramadan ou le carême. Et c'est quelque chose qui a été très marquant. Bon, bref, tout ça m'a mis sur une route, laquelle je me suis rendu compte que malgré les problèmes que je pouvais rencontrer ou que j'avais toujours de la disponibilité à écouter les gens. Et ça a été quelque chose de constant dans mon parcours. C'est comme ça que j'ai fini par découvrir ce pourquoi j'étais fait. J'ai remarqué que quand les gens venaient me poser leurs problèmes, je les écoutais longuement, ce qui les fascinait. Ils n'avaient pas cette qualité d'écoute ailleurs. Et j'avais les réponses parce que j'avais beaucoup réfléchi à ce que j'étais, à ce que nous étions en tant qu'être vivant, le rapport au monde, le rapport à Dieu, le rapport au continent, et puis la vie de tous les jours et la manière dont on pouvait la changer. Et comme j'étais moi-même dans une période de turbulence, c'était très agité là-dedans. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu à écouter plusieurs personnes. 2 choses m'ont frappé. Un jour où ça a commencé à 6 h de l'après-midi et où à 8 h, j'étais encore en train d'écouter. La nuit était passée par là. J'étais encore en train d'écouter et de répondre à cette personne de manière passionnée. Là, je me suis dit, ah, ça, il y a quelque chose. Le deuxième choc, c'est quand un camarade, un collègue, professionnel, m'a appelé le 31 décembre un jour pour me parler pendant 1 heure et me remercier de l'avoir changé. C'était quelqu'un de très vindicatif, un peu, qui était capable de tout casser de par sa nervosité et tout. Donc, il est devenu quelqu'un de très posé, de très serein, etc. Ce qui lui a permis de se marier, d'avoir des enfants. Et ce jour-là, il m'a appelé, ce soir-là, 31 décembre, il m'a appelé pour me dire c'est toi qui as permis que je sois complètement changé. Donc ces 2 événements parmi d'autres m'ont convaincu que donc j'avais le talent pour pouvoir amener les gens petit à petit à arriver à la meilleure version d'eux-mêmes. C'est de là qu'est partie l'affaire. J'ai ensuite pris le temps de me demander comment je pouvais en faire une réalité parce qu'en attendant, il y avait des problèmes à régler. Et dès que j'ai pu trouver une parenthèse dans cette vie-là, j'ai lancé cette dynamique. Mais entre-temps, j'ai travaillé, j'ai exercé certains métiers avant d'en arriver là. Je pourrais donner plus de détails ensuite. Donc c'est deux moments clés qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont amené à me dire mais le truc il est là, c'est ça ton truc. Tu sais écouter les gens, tu sais les remettre sur scène et ce que tu leur donnes comme solution leur sert puisque tu les vois complètement changer ensuite. Voilà. D'accord. Au moment où tu commences justement ta carrière de coach, d'accompagnateur et de professeur, c'est pas un métier très développé en Afrique, en tout cas pas comme aujourd'hui où on entend un peu plus parler de ça de manière galvaudée parfois. Quelles sont les différentes étapes qui t'ont emmené à ça, à te certifier, te professionnaliser, mais avant toute chose, tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas commencé par ce métier, tu as fait autre chose. Une fois qu'on s'est rendu compte que les études de droit n'étaient pas faites pour nous, qu'on a fait des cours particuliers pendant la période scolaire, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors j'ai travaillé
ma mère a pensé qu'un aîné ne pouvait pas vadrouiller et ne vivre que de cours particuliers, sans perspective d'avenir, sans projection. Et les mères étant formidables, elle m'a appelé et m'a dit que ça ne servait à rien, que son argent soit thésaurisé à la banque, alors qu'elle me voyait ne rien devenir. Donc elle m'a proposé d'aller faire une formation très rapide, un BTS en commerce international ici, au Sénégal. Elle m'a demandé de choisir, donc ce que j'ai fait. J'ai compris pourquoi j'avais échoué à la fac. En fait, j'avais fait toutes mes études dans le système privé et le système public m'avait dérouté. Dans tout ce qui était partiel et qui ressemblait au système privé, j'avais excellé. Mais trouver des livres et tout ça, à l'époque, il n'y avait pas le smartphone, il n'y avait pas le portable. C'était l'enfer. Et donc, je n'avais pas trouvé le truc. Donc, me remettre dans le système privé, me redonner une chance réelle. Donc, j'ai passé ce BTS en commerce international haut la main. Je suis sorti deuxième de promotion. Et j'ai pensé que je pouvais aller continuer en France. Il m'a dit non, non, moi je t'ai dit études courtes. Tu vas travailler ensuite. Donc je suis allé voir mon père une fois que j'ai eu mon diplôme pour lui dire voilà papa tu as un réseau et tout. Il faudrait que tu trouves des gens qui veuillent me prendre. Et je me rappelle c'était un après-midi, il faisait un peu soir. Et resté silencieux pendant longtemps, je ne voyais pas trop bien son regard dans la pénombre. Et il m'a dit ensuite, mes relations sont mes relations, mes amis sont mes amis. Toi, tu vas aller te débrouiller, être un homme et trouver par toi-même ton premier travail, ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait. Ironie du sort, c'est une relation à un de ses anciens étudiants qui m'a donné mon premier travail. Donc, j'ai été commercial, puis responsable marketing et ainsi de suite. J'ai travaillé dans le monde de la vente, du marketing, de la communication. J'ai fait 5 boîtes. J'ai été viré 5 fois. Et c'est ça, la saga, qui a beaucoup contribué au reste. J'ai été collaborateur, responsable à un niveau moyen. Et j'ai pu ressentir toutes les frustrations qu'on pouvait avoir dans le monde du travail. Donc je vivais le monde du travail d'en bas. Et cette persistance à me faire virer, on m'a fait réfléchir. C'est quoi le problème? Parce qu'entre deux virages, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, la question c'était, mais attends, comment ne pas, si je retrouve du travail, revivre la même chose. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes premiers modules, parce que j'ai observé l'entreprise, et j'ai vu où était le problème. Je me suis dit, c'est moi en tant qu'individu. Ce n'était pas moi, puisque beaucoup de mon âge, beaucoup de ma promotion, mon âge, avait le même problème. C'est-à-dire, ils se faisaient virer. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose que nous n'avions pas compris par rapport au monde du travail. Nous n'avions pas compris qu'il ne s'agissait pas seulement de technicité, que dans un environnement global de non-promotion du mérite, il ne fallait pas simplement venir et se montrer un as dans le travail, que paradoxalement, quand on faisait ça, on dérangeait. On dérangeait ceux qui avaient été recrutés comme parents, ceux qui avaient été recrutés comme amis et tout ça. On venait montrer qu'eux ne savaient pas faire. Ça, on ne nous a jamais appris ça. Et donc, on apprenait sur le tas qu'il fallait un moment pour s'exprimer. Et donc, moi, quand j'ai observé tout ça, j'ai vu tout le problème. Et donc, j'ai commencé à noter. Ça a été mes premiers modules, mes premières notes brutes, qui sont devenus petit à petit des modules élaborés. Donc, ils ont percuté, parce qu'il ne s'agissait pas de théorie, il ne s'agissait pas de pratique, il s'agissait de pratique théorisée. Donc, ça fait partie des développements de stratégie de carrière, c'est un des modules qui a le plus de succès aujourd'hui. Donc, pour tout, ça s'est passé comme ça. Donc, ce que j'utilise aujourd'hui comme outil en matière de développement personnel et professionnel est entièrement créé par moi-même du fait de mon observation du monde, au sens social du terme, et du monde au sens professionnel du terme. Et ce qui fait la spécificité, c'est que j'ai pas été extérieur au mouvement. J'ai été concerné et j'ai pris les coups. Et donc, je suis à la place de celui qui prend les coups. Je l'ai vécu, moi. J'ai vécu à chaque niveau. Et donc, je sais ce qu'il pense et je sais comment adapter les modules que j'ai mis au point de manière à ce que ça lui serve. C'est ce qui fait le secret de l'affaire. C'est ce qui fait la particularité. C'est ce qui a amené la notoriété.
J'étais dans une association, un club associatif. Et quelqu'un que j'avais amené à rejoindre ce club associatif était dans une école concurrente, l'Institut supérieur de management à Dakar, qui est classé numéro 1 dans le pays et tout. Et il m'avait donné l'opportunité de prendre une classe de licence 3 en des premières années, deuxième année, licence 3. Et ça a cartonné. Quelque chose d'extraordinaire. C'est de là que tout est parti. Mes méthodes, mon approche, mon sens de l'humour. Je faisais les cours comme les autres ne le faisaient pas. Je mettais en situation les étudiants. Ça a créé un début de notoriété extraordinaire et tout est parti de là. Ensuite, de Carib Ancilla, d'autres ont entendu parler, on m'a demandé de venir. Alors, je ne cesse jamais de travailler. Je n'avais pas bien répondu à cette question tout à l'heure. Moi, je travaille tout le temps. Il faut faire un compromis avec l'épouse à la maison qui se demande si je ne suis pas né que pour ça. Il faut lui expliquer que bon, ça doit pouvoir mener à tête. Donc moi, je travaille tout le temps. Tout le temps. Moi, je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps. Je développe tout le temps. Et je me dis que c'est la base. C'est ce qu'il faut. Et que c'est l'exemple qu'il faut pouvoir donner. Voilà. Parce que dans mes classes, c'est épouvantable. Ils travaillent. Donc, ils doivent travailler, ils doivent produire, etc. Donc voilà un peu les ingrédients de ce dont on parle aujourd'hui.